Au mariage de mon fils, les parents de sa mariée se sont moqués de moi devant 650 invités, en me montrant du doigt et en disant « Regardez ce déchet ». C'est sa mère. Ils ne savaient pas que j'étais milliardaire. Je m'appelle Linda Hall. J'ai 68 ans, et lors de ce qui aurait dû être la plus belle soirée de ma vie, j'ai appris à quel point les gens peuvent être cruels quand ils pensent que vous êtes inférieur à eux. Avant d'aller plus loin, je veux vous demander quelque chose. D'où regardez-vous ceci en ce moment? Quelle heure est-il où vous êtes? J'aimerais savoir que je ne suis pas seul à partager cette histoire. Si vous écoutez, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et vous abonner pour ne pas manquer ce qui va suivre. Parce que ce que je vais vous raconter a changé ma vie pour toujours. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette soirée de juin à Scottsdale, en Arizona. La salle de bal Fairmont brillait comme un rêve. Des rideaux dorés pendaient de plafonds de 6 mètres. Des roses blanches de la taille d'assiette étaient posées dans des vases en cristal sur chaque table. Des orchidées importées bordaient les allées, leurs pétales si parfaits qu'ils semblaient presque irréels. Tout le lieu sentait le parfum cher et les fleurs fraîches. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était une déclaration. Une démonstration de richesse si grande que même l'air semblait plus lourd, comme si chaque respiration coûtait de l'argent. 650 invités remplissaient l'espace. Des milliardaires, des législateurs, des mondains qui vivaient pour des moments comme celui-ci, où ils pouvaient être photographiés dans leur robe de créateur et parler de qui portait quoi et de qui était assis où. Et moi, j'étais assise à la table 36. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie la table 36 à un mariage comme celui-ci. C'est la table près de la porte de sortie. La table où l'on place les gens qu'on ne veut pas vraiment mais qu'on se sent obligé d'inviter. La table si loin de la section familiale qu'on pourrait aussi bien être dans un autre bâtiment. Pendant que la famille de la mariée était assise au premier rang, baignée par les flashs des appareils photo et les toasts au champagne, j'étais assise dans le coin arrière, pratiquement cachée derrière une colonne décorative. Je portais une robe simple, rien d'extraordinaire. Je l'avais achetée dans un grand magasin il y a 2 ans, et je l'avais portée à 3 autres événements depuis. Mes chaussures étaient de vieilles ballerines que j'avais réparées 2 fois parce que les semelles se décollaient. Mon sac à main avait une lanière effilochée que j'avais recousue avec un fil qui ne correspondait pas tout à fait. Je n'avais pas l'air d'avoir ma place là, et les gens l'ont remarqué. Dès que je suis entré, j'ai senti les regards. Des femmes en robe de soie m'ont jeté un coup d'œil, puis se sont chuchotées à l'oreille. Des hommes en costume sur mesure m'ont regardé de haut en bas comme s'ils essayaient de comprendre qui j'étais et pourquoi j'étais là. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que j'étais là pour mon fils, Andrew. Que son bonheur était tout ce qui comptait, que le numéro de siège, les chuchotements et les regards ne signifiaient rien tant qu'il souriait. Mais ça comptait, parce qu'au fur et à mesure que la soirée avançait, les chuchotements se sont faits plus forts. 3 femmes à la table à côté de la mienne n'ont même pas pris la peine de baisser la voix. On dirait qu'elle a pris le bus pour venir ici, a dit l'une d'elles en ajustant le bracelet en diamant à son poignet. C'est sa mère. Sérieusement, a ajouté une autre en sirotant du champagne comme si les mots ne traversaient pas l'air comme du verre. Pas étonnant qu'elle soit assise là-bas, a ri la 3e. J'ai gardé la tête baissée. J'ai lissé ma robe. Je me suis concentré sur ma respiration, essayant d'ignorer la chaleur qui me montait aux joues. C'était le mariage de mon fils. Je n'allais pas faire de scène. Je n'allais pas l'embarrasser. Mais ensuite, ça a empiré. Beaucoup empiré. Le père de la mariée, Charles Whitmore, est monté sur scène avec sa femme, Diane. Ils étaient le genre de personnes riches qui portaient leur argent comme une armure. La robe de Diane coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. La montre de Charles brillait sous les lumières de la salle de bal, lourde, dorée et impossible à manquer. Il a pris le micro, sa voix résonnant dans la pièce. Bonsoir à tous. Quelle belle nuit pour célébrer l'amour. La foule a applaudi. Les verres ont tinté. Tout le monde a souri. Le regard de Charles a balayé la salle de bal, embrassant la mer d'invités scintillants. Il avait l'air fier, satisfait, comme un roi arpentant son royaume. Et puis ses yeux se sont posés sur moi. Son sourire a vacillé une seconde. Ses lèvres se sont retroussées en quelque chose qui n'était plus tout à fait un sourire. C'était plutôt du dégoût. Il s'est penché vers sa femme, Diane, tenant toujours le micro trop près de sa bouche. Et c'est là qu'il l'a dit. Regardez ce déchet. C'est sa mère.
Le micro a capté chaque mot. Chaque mot a résonné dans la salle de bal. Pendant un instant, la pièce s'est tue. Puis les rires ont commencé, doucement au début. Quelques rires étouffés de la part des personnes les plus proches de la scène, puis plus forts, plus confiants, comme si la permission avait été accordée de se moquer de la femme en robe bon marché assise à la table 36. Rebecca, la mariée, ma future belle-fille, a laissé échapper un rire. Pas un rire nerveux. Pas le genre qui s'échappe avant qu'on puisse l'arrêter. Non, c'était sincère. Comme si elle attendait ce moment, comme si m'humilier faisait partie du programme de la soirée. Mon fils Andrew se tenait à côté d'elle dans son smoking. Il l'a entendu. Je sais qu'il l'a entendu parce que nos regards se sont croisés à travers la salle de bal. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, qu'il s'avance, qu'il dise à Charles que ce n'était pas acceptable, que j'étais sa mère et que je méritais le respect. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste détourné le regard. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Pas doucement, pas gentiment. Ça s'est brisé en 1000 morceaux. J'avais passé 68 ans à être polie, à être silencieuse, à être la femme qui ne faisait pas de vagues, qui ne demandait pas d'attention, qui restait en arrière-plan pour que les autres puissent briller. Mais pas ce soir. Plus maintenant. J'ai repoussé ma chaise. Les pieds ont raclé le sol en marbre assez fort pour que quelques personnes se retournent. Ils ont probablement pensé que je partais, que j'allais m'éclipser honteusement, disparaître par la porte de sortie derrière moi et les laisser profiter du reste de leur soirée parfaite. Ils avaient tort. Je me suis levé. Mes mains tremblaient, mais mes jambes étaient stables, et j'ai commencé à marcher droit vers la scène. La salle de bal s'est tue alors que je me déplaçais à travers la foule. Pas le genre de silence confortable. Le genre où tout le monde s'arrête en pleine phrase, en plein rire, en pleine gorgée de champagne parce que quelque chose d'inattendu se produit et que personne ne sait quoi faire. 650 paires d'yeux me suivaient. Je pouvais sentir leur regard comme de la chaleur sur ma peau. Certaines personnes avaient l'air confuses. D'autres avaient l'air amusées, comme si elles regardaient un spectacle comique et attendaient la chute. Quelques-uns avaient l'air embarrassés pour moi, leur visage devenant rouge alors qu'ils faisaient semblant de vérifier leur téléphone. Mais j'ai continué à marcher, un pied devant l'autre, passant devant les tables drapées de soie, devant les centres de table qui coûtaient probablement plus cher que mes courses mensuelles, devant les invités qui avaient passé toute la soirée à faire comme si je n'existais pas. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Mais je ne me suis pas arrêté. En marchant, les souvenirs ont afflué dans mon esprit. J'ai pensé à la nuit où mon mari est mort. Andrew n'avait que 5 ans. Je me souviens m'être assise au bord de son lit, essayant d'expliquer que papa ne rentrerait pas à la maison, que nous n'étions plus que tous les deux maintenant, que nous nous en sortirions ensemble. J'ai pensé aux années qui ont suivi. Travaillant en double service au bureau de comptabilité pour pouvoir lui acheter ses fournitures scolaires. Préparant ses déjeuners tous les matins avant le lever du soleil. Assise sur le parking de ses matchs de football. L'encourageant plus fort que n'importe quel autre parent parce que je voulais qu'il sache qu'il était aimé. J'ai pensé aux anniversaires que j'ai célébrés avec des gâteaux faits maison parce que je ne pouvais pas me permettre ceux de la boulangerie. Les Noëls où j'emballais les cadeaux dans du papier journal parce que le papier cadeau me semblait un gaspillage. Les nuits où je restais éveillé tard pour coudre des patchs sur ses jeans pour qu'il puisse les porter un mois de plus. J'ai tout fait pour lui. Tout. Et ce soir, quand sa nouvelle famille s'est moquée de moi devant des centaines de personnes, il a détourné le regard. Cette pensée m'a poussé en avant. Charles Whitmore m'a vu approcher. Son expression est passée de la satisfaction suffisante à la confusion, puis à l'alarme. Il s'est mis devant le micro, levant une main comme un agent de la circulation. « Madame, c'est un moment familial », a-t-il dit sèchement, sa voix portant à travers la pièce. « Peut-être pourriez-vous retourner à votre siège. » Je me suis arrêté à quelques mètres de lui. Nos regards se sont croisés. « C'est exactement pourquoi je suis ici », ai-je dit doucement. Sa femme, Diane, s'est mise à côté de lui, son collier de diamants captant la lumière. Elle m'a regardé de la même façon qu'on regarderait quelqu'un qui s'est trompé d'événement. « Je pense qu'il y a eu un malentendu », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Ce n'est vraiment pas le moment pour... » « Pourquoi » ai-je interrompu. Ma voix était calme, stable. « Pour la vérité. » Un murmure a parcouru la foule. Rebecca, la mariée, s'est avancée dans sa robe blanche massive.
Elle avait l'air paniquée maintenant, comme si elle réalisait soudain que les choses ne se passaient pas comme elle l'avait prévu. « Linda, s'il vous plaît » a-t-elle dit, la voix tendue. « Parlons-en plus tard, en privé. »« Non » ai-je dit simplement. Ce seul mot a semblé résonner dans le silence. J'ai contourné Charles et je me suis dirigé vers le micro. Il a essayé de me bloquer à nouveau, mais j'en avais assez d'être bloqué, d'être mise de côté, d'être la femme qui acceptait les bribes de respect que les gens voulaient bien lui donner. J'ai attrapé le micro, mes doigts se sont refermés dessus, et je me suis tourné pour faire face à la salle de bal. 650 personnes me regardaient, certaines avec curiosité, d'autres avec une moquerie à peine dissimulée, d'autres avec une véritable confusion sur ce que cette étrange vieille femme en robe bon marché pouvait bien avoir à dire. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai parlé. « Si je suis un déchet, ai-je commencé, ma voix claire et forte, pourquoi ma signature paie-t-elle pour ce lieu ?» La pièce a semblé se figer. Les gens ont cligné des yeux, la tête penchée. Quelqu'un à l'arrière a chuchoté, « Qu'est-ce qu'elle vient de dire ?» J'ai continué, en regardant directement Charles et Diane. « Pourquoi ma signature paie-t-elle pour le traiteur ? Les fleurs ? Le bar ouvert dont vous avez tous profité ? La lune de miel 5 étoiles à Bali qui a déjà été réservée et payée ? » Des halètements ont éclaté dans la salle de bal. Non pas quelques-uns, des dizaines, des centaines. Le son m'a submergé comme une vague. Le visage de Charles a perdu sa couleur. La bouche de Diane s'est ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte comme un poisson cherchant de l'air. Rebecca a reculé, trébuchant presque sur la traîne de sa robe. Quelqu'un lui a attrapé le coude pour la stabiliser, et Andrew, mon fils, est resté figé à l'autel. Ses yeux étaient grands ouverts, sa mâchoire était tombée. Il ressemblait à quelqu'un à qui on venait d'annoncer que le ciel tombait. « C'est exact » ai-je dit, ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Chaque facture que vous avez soumise pour ce mariage a été payée par Meridian Ridge Holdings. J'ai fait une pause, laissant le nom s'installer. Une société que je possède. Complètement. La salle de bal a éclaté dans le chaos. Les gens se sont tournés vers leurs voisins, chuchotant frénétiquement. Certains ont sorti leur téléphone, essayant probablement de chercher des informations. D'autres sont simplement restés assis en silence, stupéfaits, essayant de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. La pauvre vieille femme à la table 36, celle dont il s'était moqué toute la soirée, venait de prétendre qu'elle avait payé tout le mariage. Et à en juger par les expressions sur les visages des Whitmore, chaque mot que j'avais dit était vrai. Les chuchotements se sont faits plus forts. Les gens n'essayaient plus d'être discrets. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle possède une entreprise ? Meridian Ridge. J'ai déjà entendu ce nom. Attendez, elle a payé pour tout ça ? Je me tenais au micro, regardant la confusion se répandre dans la salle de bal comme une traînée de poudre. Pendant des années, j'avais été invisible. Une présence silencieuse en arrière-plan. Quelqu'un que les gens regardaient sans y penser. Plus maintenant. Charles a trouvé sa voix en premier. Il s'est avancé, le visage rouge, la mâchoire serrée. « C'est absurde » a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Vous vous attendez à ce qu'on croie que vous, de toutes les personnes, avez financé ce mariage. » J'ai rencontré son regard s'ensiller. « Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez quoi que ce soit » ai-je dit calmement. « Je ne fais qu'énoncer des faits. » Diane s'est mise à côté de son mari, ses mains s'agitant nerveusement. La femme confiante qui m'avait regardé de haut toute la soirée semblait soudain plus petite. « Linda, je pense que vous êtes confuse » a-t-elle dit, la voix tendue. « Les dépenses du mariage ont été gérées par nos conseillers financiers. Il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a pas d'erreur » ai-je répondu. Je me suis tourné pour m'adresser à nouveau à la foule. Chaque facture soumise pour ce mariage a été payée par Meridian Ridge Holdings. La location de la salle de bal Fairmont, 487 000 $, payée en totalité il y a 3 mois. Une autre vague de halètements. Le traiteur pour 650 invités. Menu premium, bar ouvert, cocktails spéciaux. 72 000 $, payés. Les gens sortaient leur téléphone maintenant, cherchant frénétiquement. Les fleurs que vous voyez partout. Orchidées importées, roses blanches, arrangements personnalisés. 38 000 $, payés. Le visage de Rebecca était devenu pâle. Elle a attrapé le bras de son père, sa voix à peine plus qu'un murmure.
Papa, est-ce que c'est vrai? Charles l'a ignoré. Il me regardait, son esprit visiblement en ébullition, essayant de comprendre comment c'était possible. J'ai continué. Le photographe et le vidéaste, le quatuor à cordes pendant la cérémonie, le groupe de jazz pour la réception, les invitations personnalisées avec des détails en feuilles d'or, le gâteau de mariage de créateur avec des fleurs comestibles. J'ai fait une pause. La suite de lune de miel 5 étoiles à Bali, 2 semaines, vol en première classe, visite privée, toutes dépenses incluses. J'ai regardé directement Rebecca. 83 000 $, déjà réservés, déjà payés. Elle a de nouveau reculé, la main sur la bouche. Andrew a enfin bougé. Il s'est approché de moi lentement, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il bougeait trop vite. « Maman » a-t-il dit, la voix se brisant. « Est-ce que c'est réel ?» J'ai regardé mon fils, le garçon que j'avais élevé seul, le jeune homme pour qui j'avais tout sacrifié, la personne dont le bonheur avait toujours compté plus pour moi que le mien. « Oui » ai-je dit simplement. « C'est réel. »« Mais comment » a-t-il demandé. « Je ne comprends pas. »« Tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais mentionné. »« Je sais » ai-je dit. La salle de bal était maintenant complètement silencieuse. Tout le monde écoutait, regardait, attendait l'explication qui donnerait un sens à ce qu'ils entendaient. Une femme en robe argentée près du devant a pris la parole, la voix incertaine. « Mais pourquoi ne le diriez-vous à personne? Pourquoi le cacher? » Parce que, ai-je dit en me retournant vers le micro, je ne voulais pas de reconnaissance. Je ne voulais pas de crédit. Je ne voulais pas que quiconque me traite différemment à cause de l'argent. J'ai jeté un coup d'œil au waiter. Je voulais être jugé sur qui je suis, pas sur ce que j'ai. L'ironie n'a échappé à personne. Charles s'est éclairci la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Même si ce que vous dites est vrai, a-t-il dit, le ton défensif, pourquoi paieriez-vous anonymement? Ça n'a aucun sens. Ça a parfaitement du sens, ai-je répondu. Andrew m'a demandé de l'aide. Il m'a dit que votre famille voulait un mariage qui corresponde à votre statut social, mais que vous n'étiez pas disposé à contribuer à moins que certaines conditions ne soient remplies. Le visage de Diane a rougi. Il est venu me voir, ai-je poursuivi, et m'a demandé s'il y avait un moyen que je puisse aider. Alors, je l'ai fait, par l'intermédiaire de mon entreprise. Mais pourquoi ne pas nous le dire, a demandé Rebecca, la voix tremblante. Pourquoi garder ça secret? Je l'ai regardé attentivement. Parce que je ne voulais pas que votre famille pense que j'attendais quelque chose en retour. Je ne voulais pas que vous vous sentiez obligé envers moi. Je voulais que vous épousiez mon fils parce que vous l'aimiez, pas parce que sa mère avait de l'argent. Le poids de ces mots s'est abattu sur la pièce. Andrew pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage. « Maman, je n'en avais aucune idée » a-t-il dit. « Je pensais que les waiters couvraient la plupart des frais. Je pensais que ta contribution n'était que... » Il s'est tu, réalisant à quel point il avait peu demandé, à quel point il avait facilement accepté le récit sans se demander d'où venait vraiment l'argent. Un homme en smoking près du bar a crié « Comment savons-nous que vous dites la vérité ?» N'importe qui peut prétendre posséder une entreprise. Bonne question, ai-je dit. J'ai fouillé dans mon vieux sac à main, celui avec la lanière effilochée, et j'ai sorti un morceau de papier plié. Je l'avais emporté avec moi ce soir, ne sachant pas si j'en aurais besoin, mais une partie de moi s'était préparée. Je l'ai déplié lentement. C'est une copie de la confirmation du virement bancaire pour le paiement du lieu. Autorisé par Meridian Ridge Holdings, signé par L. Hall. Je l'ai brandi. La SARL est enregistrée à mon nom. Je suis l'unique propriétaire et signataire autorisé. Chaque paiement effectué pour ce mariage est passé par des comptes que je contrôle. Charles a arraché le papier de ma main, ses yeux le parcourant frénétiquement. Son visage est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Ce n'est pas possible, a-t-il marmonné. Mais c'était le cas. Diane secouait la tête, ses cheveux soigneusement coiffés commençant à se défaire. On a reçu des emails de confirmation, a-t-elle dit faiblement. On pensait que la SARL faisait partie de notre réseau financier. On n'a jamais pensé à vérifier. Pourquoi l'auriez-vous fait, ai-je dit doucement. Vous avez supposé qu'une personne comme moi ne pouvait pas avoir ce genre d'argent. Vous m'avez jugé sur mes vêtements, mes chaussures, mon numéro de siège. La vérité flottait dans l'air, indéniable.
Rebecca a de nouveau pris la parole, la voix à peine audible. Linda, je ne comprends pas. Si tu as tout cet argent, pourquoi t'habilles-tu comme? Elle s'est arrêtée, mais le mal était fait. Comme quoi, ai-je demandé? Comme quelqu'un qui ne se soucie pas d'impressionner les gens. Comme quelqu'un qui valorise le confort plutôt que le statut. J'ai regardé autour de la salle de bal. La richesse ne me définit pas. Elle ne l'a jamais fait. J'ai bâti mon entreprise discrètement. J'ai investi prudemment. J'ai vécu simplement, non pas parce que je le devais, mais parce que je l'ai choisi. Ma voix est devenue plus forte. Mais ce soir, vous avez tous fait un choix aussi. Vous avez choisi de vous moquer de moi, de rire de moi, de me traiter comme si j'étais moins qu'humaine parce que je ne correspondais pas à l'image que vous attendiez. Charles a essayé une dernière fois de sauver la situation. Tout cela est très dramatique, a-t-il dit en forçant un sourire. Mais on peut sûrement en discuter en privé après la réception. Non, ai-je dit. Ce mot à nouveau. Simple, final. On en discute maintenant, devant tous ceux qui ont ri, tous ceux qui ont chuchoté, tous ceux qui se croyaient meilleurs que moi. Je me suis tourné vers mon fils une dernière fois. Andrew, j'ai payé pour ce mariage parce que je t'aime, parce que je voulais que tu aies le jour dont tu rêvais. Mais je ne resterai plus jamais silencieuse pendant que des gens me traitent avec un manque de respect. Il a hoché la tête, incapable de parler. Et puis j'ai livré la vérité qu'ils avaient tous évitée. Mon entreprise vaut plus de 3 milliards de dollars. Je possède des biens immobiliers commerciaux à travers l'Arizona. Je détiens des parts importantes dans des entreprises médicales et technologiques. J'ai plus d'argent que la plupart des gens dans cette pièce n'en verront jamais. Le silence était assourdissant. Mais l'argent n'achète pas la classe. Et ce soir, vous l'avez prouvé mieux que je n'aurais jamais pu le faire. Je pouvais voir les questions se former dans leurs yeux. La même question qui vient toujours quand les gens découvrent la vérité sur quelqu'un qu'ils pensaient connaître. Comment? Comment une femme en vêtements de magasin à bas prix a-t-elle bâti un empire d'1 milliard de dollars? Comment quelqu'un d'aussi ordinaire est-il devenu si extraordinaire? Laissez-moi vous ramener en arrière, au début. À l'époque où j'étais juste une fille qui grandissait à Tempe, en Arizona. Bien avant que tout cela n'existe. Je suis né en 1957. Mon père travaillait dans la construction. Ma mère nettoyait des maisons pour des familles riches à Paradise Valley. On n'avait pas grand-chose. Mais ce qu'on avait été honnête, gagné par la sueur, la discipline et le genre de travail qui laisse des callosités sur les mains. Mes parents m'ont appris 2 choses qui ont façonné tout ce qui a suivi. Premièrement, l'argent n'est pas le mal. La pauvreté l'est. La pauvreté vous piège, vous limite, vous dit ce que vous pouvez et ne pouvez pas rêver. Deuxièmement, les gens qui ont de l'argent ne sont pas toujours ceux qui le méritent, et les gens qui le méritent ne sont pas toujours ceux qui l'ont. Ces leçons me sont restées. J'ai rencontré mon mari, David, quand j'avais 23 ans. Il était ingénieur pour une petite entreprise de technologie à Phoenix. Intelligent, gentil et complètement désintéressé par l'ostentation. On s'est marié au palais de justice avec 2 témoins. Pas de lieu de réception chic, pas de fleurs importées, juste de l'amour et la promesse de construire quelque chose ensemble. On a eu Andrew 3 ans plus tard. David était un père merveilleux, le genre qui rentrait du travail et se mettait immédiatement par terre pour jouer avec son fils, qui lisait des histoires avant de dormir avec des voix amusantes, qui faisait des crêpes en forme de dinosaure le samedi matin. Il est mort quand Andrew avait 5 ans. Un accident de voiture, rapide, insensé, le genre de tragédie qui ne vient pas avec des avertissements ou des secondes chances. Un instant, j'avais un partenaire, un avenir, un plan. L'instant d'après, j'avais un enfant de maternelle qui n'arrêtait pas de demander quand papa rentrerait à la maison et un compte en banque qui ne durerait pas 6 mois. J'avais 29 ans, j'étais veuve avec un jeune fils, et je n'avais absolument aucune idée de comment j'allais survivre. Mais je l'ai fait. J'ai pris un emploi dans un petit cabinet comptable à Tempe. Rien de glamour. Je traitais les factures, je gérais des feuilles de calcul, j'aidais les propriétaires de petites entreprises à déclarer leurs impôts. Le salaire était modeste, mais il était stable. Tous les matins, je déposais Andrew à l'école, je travaillais 8 heures, je le récupérais, je préparais le dîner, je l'aidais avec ses devoirs et je le mettais au lit. Puis je restais éveillé tard pour m'instruire sur les investissements, lire des livres sur l'immobilier, étudier les tendances du marché que la plupart des gens ignoraient. Je n'avais pas le luxe de prendre des risques,
Mais je n'avais pas non plus le luxe de rester en sécurité. J'ai donc trouvé un juste milieu. J'ai économisé chaque dollar que je pouvais. J'ai découpé des coupons. J'ai acheté des vêtements dans des friperies. J'ai réparé les choses au lieu de les remplacer. Et lentement, péniblement, j'ai constitué un petit coussin d'épargne. Au moment où Andrew a eu 10 ans, j'avais économisé 20 000 dollars. Ça ne semble pas beaucoup. Et comparé à la richesse que je finirais par construire, ce n'était pas le cas. Mais à l'époque, ça me semblait une fortune. J'avais un choix à faire. Je pouvais garder cet argent sur un compte d'épargne, ne gagnant presque rien, regardant l'inflation grignoter lentement sa valeur, ou je pouvais l'investir. La région de Phoenix changeait au début des années 2000. Les banlieues s'étendaient. Des centres commerciaux surgissaient partout. Et au lendemain de l'éclatement de la bulle Internet, les prix de l'immobilier commercial avaient considérablement baissé. La plupart des gens avaient peur. Ils voyaient un risque. J'ai vu une opportunité. J'ai utilisé mes économies pour faire un acompte sur un petit immeuble commercial en difficulté à Tampa. Ce n'était rien de spécial, juste un espace délabré qui avait été saisi, vide depuis des mois. Je l'ai nettoyé moi-même, je l'ai peint moi-même, j'ai réparé la plomberie avec l'aide d'un voisin qui me devait une faveur. Puis je l'ai loué à une entreprise locale pour un loyer mensuel modeste. Ce revenu locatif est devenu ma deuxième source de revenus. Et c'est là que j'ai créé Meridian Ridge Holdings. Ça a commencé comme rien de plus qu'une société à responsabilité limitée enregistrée auprès de l'État. Une boîte postale, une licence commerciale, un moyen de séparer mes finances personnelles de mes investissements. Personne n'y a prêté attention. Personne ne s'en souciait. Mais au cours des 15 années suivantes, j'ai investi chaque dollar disponible dans cette société. Quand le marché immobilier s'est effondré en 2008, tout le monde a paniqué. Ils ont vendu des propriétés à des pertes massives, désespérés de s'en sortir avant que les choses n'empirent. J'ai acheté. J'ai acheté des centres commerciaux saisis. J'ai acheté des immeubles de bureaux médicaux que les banques donnaient pratiquement. J'ai acheté des terrains industriels à la périphérie de Scottsdale que tout le monde disait ne jamais se développer. Je n'étais pas imprudente. J'ai fait mes recherches. J'ai étudié la démographie des locataires, les schémas de circulation, les lois de zonage. J'ai pris des décisions prudentes et calculées, basées sur des données, pas sur des émotions. Et lentement, propriété par propriété, investissement par investissement, Meridian Ridge a grandi. Je n'en ai jamais parlé à Andrew, non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que je voulais qu'il grandisse normalement. Je voulais qu'il comprenne la valeur du travail acharné, qu'il apprécie ce qu'il avait, qu'il développe son caractère au lieu de son droit. J'ai vu trop de familles riches élever des enfants qui sont devenus gâtés, paresseux, incapables de fonctionner sans que l'argent n'amortisse chacune de leurs erreurs. J'ai refusé de faire ça à mon fils. Alors, j'ai continué à vivre simplement. J'ai continué à conduire la même vieille voiture. J'ai continué à faire mes courses dans des magasins à bas prix. J'ai continué à réparer mes chaussures au lieu d'en acheter de nouvelles. Sur le papier, je valais des millions au moment où Andrew a obtenu son diplôme de lycée. Mais pour lui, pour nos voisins, pour tout le monde autour de nous, j'étais juste Linda, la mère célibataire qui travaillait dans la comptabilité, la femme qui découpait des coupons, préparait des déjeuners et se présentait à chaque réunion parents-professeurs. Personne ne soupçonnait la vérité, et c'est exactement comme ça que je le voulais. Au moment où Andrew est allé à l'université, Meridian Ridge s'était étendu au-delà de l'immobilier. J'avais investi tôt dans une société de dispositifs médicaux qui est ensuite entrée en bourse, multipliant mon investissement par 12. J'avais acheté des actions dans plusieurs startups technologiques lors de leur première levée de fonds. Certaines ont échoué. C'est la nature de l'investissement. Mais celles qui ont réussi ont plus que compensé les pertes. J'ai réinvesti chaque bénéfice, chaque dividende, chaque plus-value. L'entreprise n'a cessé de croître. En 2015, je valais plus d'1 milliard de dollars. En 2020, c'était près de 3 milliards. Et à travers tout cela, j'ai maintenu la même routine, le même style de vie, la même présence discrète qui m'a permis de me déplacer dans le monde sans attirer l'attention. J'ai assisté à la remise de diplôme d'Andrew dans une robe que je possédais depuis 5 ans. Je l'ai aidé à emménager dans son premier appartement, portant des boîtes sur 3 étages dans mes baskets usées. J'ai rencontré Rebecca pour la première fois lors d'un dîner décontracté où j'ai commandé l'article le moins cher du menu parce que c'est ce que j'avais toujours fait.
Aucun d'entre eux ne le savait. Aucun d'entre eux ne le soupçonnait. Et quand Andrew est venu me voir il y a 6 mois, nerveux et embarrassé, me demandant s'il y avait un moyen que je puisse l'aider à contribuer à son mariage, j'ai dit oui sans hésitation. Non pas parce que je voulais de la reconnaissance, non pas parce que je voulais de la gratitude, mais parce que j'aimais mon fils et que je voulais qu'il ait le mariage dont il rêvait. J'ai donc pris des dispositions pour que Meridian Ridge s'occupe de tous les paiements, discrètement, anonymement, par l'intermédiaire de l'agent enregistré de la société, protégeant mon identité personnelle de chaque facture, de chaque contrat, de chaque fournisseur. Les White ont reçu des emails de confirmation montrant le paiement d'une SARL. Ils ont supposé que cela faisait partie de leur propre réseau financier. Ils n'ont jamais pris la peine de vérifier la propriété. Pourquoi l'auraient-ils fait? Une femme comme moi ne pouvait pas avoir ce genre d'argent. J'étais juste la mère du marié, la discrète en arrière-plan, celle qui n'avait pas d'importance jusqu'à ce soir. Ce soir, quand ils m'ont traité de déchet devant 650 personnes. Ce soir, quand mon propre fils a détourné le regard au lieu de me défendre. Ce soir, quand j'ai réalisé que le silence n'était pas de la force, c'était de la reddition. Et j'en avais assez de me rendre. Debout à ce micro, regardant les visages choqués de gens qui m'avaient jugé sur les apparences, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pendant des décennies, j'avais cru que l'humilité signifiait se faire petite, que la gentillesse signifiait accepter le manque de respect, que l'amour signifiait sacrifier ma dignité. J'avais tort. La vraie force n'est pas l'endurance silencieuse. C'est connaître sa valeur et refuser d'accepter moins. La salle de bal était toujours silencieuse, tout le monde traitant ce que je venais de partager. Mais je pouvais voir le scepticisme sur certains visages, les questions, le besoin de preuves au-delà de mes mots. Je leur ai donc donné les détails, le genre de détails que seule une personne qui a réellement bâti un empire connaîtrait. Meridian Ridge Holdings a commencé avec une propriété en difficulté à Tampa, ai-je dit, la voie stable. Un espace commercial de 12 200 pieds carrés que j'ai acheté pour $42 000 en 2003. J'ai mis $8 000 d'acompte. Le reste a été financé. Quelques personnes se sont agitées sur leur siège, se penchant légèrement en avant. J'ai nettoyé ce bâtiment moi-même, j'ai récuré les sols, j'ai peint les murs, j'ai réparé les carreaux cassés. Puis je l'ai loué à un petit bureau d'assurance pour $900 par mois. J'ai fait une pause, les laissant faire le calcul. Après les paiements hypothécaires, les impôts fonciers et l'entretien de base, je dégageais environ $200 par mois. Pas beaucoup, mais c'était un début. Andrew écoutait attentivement maintenant, entendant pour la première fois comment tout a commencé. Au cours des 2 années suivantes, j'ai économisé chaque centime de ce revenu locatif. J'ai vécu de mon salaire de comptable et j'ai réinvesti les revenus de la propriété dans l'entreprise. En 2005, j'avais assez pour un acompte sur une deuxième propriété. J'ai regardé autour de la pièce. Celle-ci était plus grande. Un petit centre commercial à Mesa qui avait été saisi lors d'un ralentissement économique local. 4 unités vides, négligées. Tout le monde disait que je faisais une erreur. Quelqu'un près du fond a crié, « Combien avez-vous payé » $98 000, ai-je répondu. La valeur marchande aurait dû être plus proche de $200 000, mais la banque voulait s'en débarrasser. Ils ont accepté mon offre en 1 semaine. Je pouvais voir les gens sortir à nouveau leur téléphone, probablement en train de rechercher des registres de propriété, essayant de vérifier mon histoire. Ils la trouveraient. Chaque mot était vrai. J'ai rempli ces unités en 6 mois, ai-je poursuivi. Un salon de manucure, un petit cabinet comptable, un studio d'arts martiaux, un salon de toilettage pour animaux. Rien d'extraordinaire, juste des entreprises locales qui avaient besoin d'un espace abordable. Ma voix est devenue plus forte en parlant. En 2007, Meridian Ridge possédait 5 propriétés commerciales. Les revenus locatifs étaient suffisants pour que je puisse quitter mon emploi au cabinet comptable et gérer l'entreprise à plein temps. Diane a pris la parole, la voix incertaine. Mais c'est encore loin des milliards, a-t-elle dit. Vous avez raison, ai-je convenu. C'est là que tout a changé. J'ai pris une profonde inspiration, me souvenant de la peur et de l'excitation de ces années. En 2008, la crise financière a frappé. Le marché immobilier s'est effondré. Les prix de l'immobilier commercial ont chuté de 40, parfois 50%. Les gens étaient terrifiés. Les banques faisaient faillite. Les comptes de retraite disparaissaient. La pièce était complètement concentrée sur moi.
Maintenant, j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu des propriétés vendues à une fraction de leur valeur réelle. J'ai vu la panique créer des opportunités. Charles a froncé les sourcils, clairement mal à l'aise avec la tournure des événements. J'ai emprunté sur mes propriétés existantes, ai-je dit. J'ai pris des risques calculés et j'ai acheté des immeubles de bureaux médicaux à Scottsdale, des entrepôts industriels à Chandler, de petits centres commerciaux à Gilbert. J'ai compté sur mes doigts en parlant. Entre 2008 et 2012, Meridian Ridge a acquis 23 propriétés. La plupart des gens pensaient que j'étais folle. Ils disaient que le marché ne se redresserait jamais. J'ai légèrement souri. Ils avaient tort. En 2015, chaque propriété que j'avais achetée avait doublé de valeur, certaines triplé. Un homme en costume sombre près du devant a pris la parole. Et la société de dispositifs médicaux que vous avez mentionnée? Bonne mémoire, ai-je dit. En 2010, un ami de mon ancien cabinet comptable m'a parlé d'une start-up développant des outils chirurgicaux peu invasifs. Il cherchait des investisseurs de la première heure. J'ai fait une pause. J'ai investi 50 000 $ pour une participation de 5% dans l'entreprise. La plupart des gens m'ont dit que c'était trop risqué, que les dispositifs médicaux prennent des années à se développer et encore plus longtemps à être approuvés. Les yeux d'Andrew se sont agrandis. Il commençait à comprendre l'ampleur de ce que j'avais bâti. L'entreprise est entrée en bourse en 2016, ai-je dit. Mon investissement initial valait 6 millions de $. Des allaitements ont de nouveau parcouru la salle de bal. J'ai vendu la moitié de mes actions et j'ai réinvesti les bénéfices dans d'autres opportunités, des startups technologiques, des entreprises de soins de santé, des projets d'énergie verte. J'ai regardé directement Charles. En 2018, Meridian Ridge Holdings gérait un portefeuille d'une valeur de plus d'1 milliard de $. Des biens immobiliers à travers l'Arizona, des participations dans 12 entreprises différentes, des investissements stratégiques dans les marchés émergents. Son visage était devenu pâle. Et je l'ai fait tout en silence, ai-je poursuivi. Grâce à la structure de la SARL, mon nom n'apparaissait pas sur les documents publics. Chaque propriété était détenue par des sociétés filiales. Chaque investissement était traité par la société holding principale. Rebecca a trouvé sa voie. Mais pourquoi garder ça secret? Pourquoi ne pas le dire à Andrew? Pourquoi ne le dire à personne? Je me suis tourné vers elle. Parce qu'au moment où les gens savent que vous avez de l'argent, tout change. Ils vous traitent différemment. Ils veulent des choses de vous. Ils font des suppositions sur qui vous êtes en fonction des chiffres d'un compte en banque. Ma voix s'est adoucie. Je voulais qu'Andrew construise son propre caractère. Qu'il travaille dur parce que ça compte, non pas parce qu'il attend un héritage. Qu'il choisisse une partenaire qu'il aime pour qui il est, non pas pour ce que sa famille a. Le poids de ces mots s'est abattu sur la pièce. Je l'ai aussi gardé privé pour une protection juridique, ai-je ajouté. La structure de la SARL protège mes actifs personnels. Elle assure la confidentialité. Elle me permet de prendre des décisions commerciales sans examen public. Une femme en robe bleue a pris la parole. Alors, quand les factures du mariage ont été payées par Meridian Ridge, les fournisseurs ont simplement supposé que c'était une entreprise légitime. Exactement, ai-je dit. L'entreprise a un excellent crédit, un solide historique de paiement, des comptes professionnels auprès des grandes banques. Quand les factures ont été soumises, elles ont été payées rapidement et en totalité par des virements bancaires standards. J'ai jeté un coup d'œil au Whitmore. Vos conseillers financiers ont vu les emails de confirmation. Ils ont vu des paiements provenant d'une SARL établie. Ils ne se sont jamais posé de questions parce qu'ils n'avaient aucune raison de le faire. Dans leur monde, des familles comme la vôtre utilisent des sociétés holding tout le temps pour des raisons de confidentialité et de fiscalité. Charles a finalement retrouvé sa voix. Alors, vous dites que vous nous avez laissé croire que nous gérions les finances? Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire, ai-je répondu calmement. Je n'ai jamais réclamé de crédit. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. J'ai simplement payé les factures quand Andrew a demandé de l'aide. La vérité était maintenant indéniable. L'année dernière, Meridian Ridge valait plus de 3 milliards de $, ai-je dit. 900 millions de dollars en immobilier commercial, 1,22 milliard de dollars en actions dans divers secteurs, 700 millions de dollars en actifs liquides et en réserves de trésorerie, le reste en investissements plus modestes et en opportunités émergentes. J'ai de nouveau regardé autour de la salle de bal. Et la femme que vous avez traitée de déchet,
celle dont vous avez ri, celle qui était assise à la table 36 comme si elle n'avait pas d'importance. J'ai fait une pause. C'est elle qui a tout bâti. Chaque dollar, chaque propriété, chaque investissement. Ma voix est devenue calme mais ferme. Et elle l'a fait sans l'aide de personne, sans l'approbation de personne, sans même que personne ne le sache. Le silence qui a suivi était absolu. Ils ont enfin compris. La pauvre vieille femme dont ils s'étaient moqués était l'une des personnes les plus riches de la pièce. Et elle était là, juste là, depuis le début. Quelqu'un dans la foule a finalement posé la question qui était sur toutes les lèvres. Si vous avez tout cet argent, pourquoi avez-vous accepté de payer le mariage en premier lieu? C'était une question juste, qui méritait une réponse honnête. J'ai regardé Andrew, toujours debout près de l'autel, le visage mouillé de larmes. Parce qu'il y a 6 mois, mon fils est venu me voir avec un problème, ai-je dit. Andrew a fermé les yeux, se souvenant clairement de cette conversation. C'était un mardi soir de décembre, ai-je poursuivi. Il s'est présenté chez moi, à l'improviste. Je lui ai préparé le dîner comme je le fais toujours. Des spaghettis avec une sauce maison, du pain à l'ail, rien d'extraordinaire. Je pouvais voir le souvenir se dessiner sur son visage. On a mangé en silence un moment. Puis il m'a dit qu'il voulait se marier. Ma voix s'est adoucie. J'étais heureuse pour lui. Vraiment. J'ai posé des questions sur les projets, le lieu, la date, tous les détails qu'une mère veut savoir. J'ai fait une pause. C'est là qu'il m'a parlé des conditions des Whitmore. Diane s'est agitée mal à l'aise. Charles a regardé le sol. La famille de Rebecca avait des attentes très précises, ai-je dit. Ils voulaient un mariage qui reflète leur statut social, un lieu qui impressionnerait leurs amis, un traiteur dont on parlerait pendant des années, une liste d'invités qui incluait tous ceux qui comptaient dans leur cercle. La foule écoutait attentivement. Mais ils n'étaient pas disposés à contribuer financièrement à moins qu'Andrew et Rebecca n'acceptent certaines conditions. Ils voulaient contrôler la liste des invités, les plans de table, l'événement entier. J'ai regardé directement Charles. Il voulait un mariage qui mette en valeur le nom Whitmore, mais il s'attendait à ce qu'Andrew ait le privilège de rejoindre leur famille. Un murmure s'est répandu dans la salle de bal. Mon fils est venu me voir ce soir-là, embarrassé et stressé, ai-je poursuivi. Il a dit qu'il aimait Rebecca, qu'il voulait l'épouser, mais qu'il ne pouvait pas se permettre le genre de mariage que sa famille exigeait, et il ne voulait pas commencer son mariage noyé sous les dettes. Les épaules d'Andrew ont légèrement tremblé. Il a demandé s'il y avait un moyen que je puisse aider, peut-être contribuer de quelques milliers, assez pour soulager la pression. J'ai souri tristement. Il n'avait aucune idée de ce que je pouvais réellement me permettre. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais 2 choix. La salle de bal était de nouveau silencieuse. Je pouvais lui dire la vérité. Tout révéler. Lui montrer les relevés bancaires, les portefeuilles immobiliers et les comptes d'investissement. Lui faire savoir que l'argent n'était pas un problème. J'ai secoué la tête. Ou je pouvais l'aider discrètement, comme je l'avais toujours fait, tout en protégeant la leçon que j'avais passé toute sa vie à lui enseigner. Ma voix est devenue plus ferme. J'ai choisi la deuxième option. Je lui ai dit que je m'occuperais de tout, qu'il n'avait pas à s'inquiéter des coûts. J'ai regardé la foule. Mais je ne lui ai pas dit comment. Je n'ai pas expliqué d'où viendrait l'argent. J'ai simplement dit que je m'en occuperais par le biais d'un arrangement commercial. Rebecca a pris la parole, la voix petite. Mais pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas simplement tout payer ouvertement? Parce qu'au moment où les gens savent que vous avez de l'argent, les attentes changent, ai-je répondu. Si votre famille savait que je finançais le mariage, ils m'auraient traité différemment. Ils auraient demandé plus, exigé des changements, se seraient sentis en droit de prendre des décisions sur la façon dont mon argent était dépensé. J'ai fait un geste vers la salle de bal. Ce mariage a coûté 487 000 $. Si vos parents savaient que je payais cette facture, pensez-vous qu'ils m'auraient laissé m'asseoir à la table 36? Pensez-vous qu'ils auraient fait des blagues sur mes vêtements? La réponse était évidente. Je ne voulais pas non plus que vous épousiez Andrew à cause de la richesse de sa mère, ai-je dit à Rebecca. Je voulais savoir que vous l'aimiez pour qui il est, que votre engagement était sincère. Ma voix est devenue plus basse. L'argent complique tout. Il change les relations, crée du ressentiment, construit des attentes qui ne peuvent jamais être satisfaites. Je me suis retourné vers la foule.
J'ai donc pris des dispositions pour que tous les paiements passent par Meridian Ridge. L'agent enregistré de la société a traité chaque facture. Chaque contrat mentionnait la SARL comme partie responsable. Chaque virement bancaire provenait de comptes professionnels. Un homme près du côté a crié, mais les vendeurs n'ont-ils pas posé de questions? Personne n'a-t-il demandé qui possédait l'entreprise? Pourquoi l'aurait-il fait? Ai-je répondu. Meridian Ridge existe depuis plus de 20 ans. Elle a un excellent crédit, un historique de paiement éprouvé, des comptes professionnels auprès des grandes banques. Quand le Fairmont a reçu la confirmation du paiement, ils ont vu une entreprise légitime remplir ses obligations. J'ai légèrement souri. Les initiales sur la ligne du signataire autorisé étaient L. Hall. Personne n'a fait le lien entre ces initiales et la mère du marié assise au fond de la salle de bal. Charles a finalement parlé, la voix tendue. Mais il devait bien y avoir un moyen de remonter jusqu'à vous. Bien sûr, ai-je dit. Si quelqu'un s'était donné la peine de regarder, la SARL est enregistrée auprès de la Commission des sociétés de l'Arizona. Les documents de propriété sont publics. N'importe qui avec un accès à Internet aurait pu rechercher le nom de l'entreprise et trouver mon nom comme propriétaire. J'ai fait une pause pour les faits. Mais personne n'a regardé parce que personne ne pensait que la femme en robe bon marché pouvait valoir la peine d'être examinée. La vérité de cette déclaration flottait dans l'air. Il y a autre chose que vous devriez savoir, ai-je poursuivi. Quand j'ai accepté de financer ce mariage, je me suis assuré que les contrats incluaient des clauses spécifiques. Les yeux de Rebecca se sont agrandis. Quel genre de clauses? Des clauses d'annulation, ai-je dit calmement, écrites en ma faveur. La pièce a semblé retenir son souffle. En tant que signataire autorisé de Meridian Ridge, j'ai conservé le droit d'annuler ou de rétracter tout paiement jusqu'à 30 jours après la date de l'événement, sans pénalité. Aucune responsabilité légale. Charles est devenu pâle. Vous dites que vous pouvez reprendre tous les paiements? Non pas un peu, ai-je corrigé. Pouvait, à tout moment. La voix de Diane est sortie comme un murmure. Pourquoi incluriez-vous de telles clauses? Protection, ai-je dit simplement. J'ai bâti ma richesse en étant prudente, en planifiant chaque possibilité, en ne signant jamais un contrat sans comprendre exactement ce que je signais. J'ai regardé Andrew. J'ai payé pour ce mariage parce que j'aime mon fils. Parce que je voulais qu'il ait une belle journée. Parce que l'amour d'une mère ne vient pas avec des conditions ou des limites. Ma voix s'est légèrement brisée. Mais je ne m'attendais jamais à être moqué, à être traité de déchet, à être traité comme si je n'avais pas ma place au mariage de mon propre fils. Les larmes coulaient sur le visage d'Andrew maintenant. Je n'aurais jamais imaginé que la famille que mon fils rejoignait me regarderait avec un tel mépris, ai-je poursuivi, qu'il rirait de mes vêtements, chuchoterait sur mon apparence, me placerait à l'arrière comme si j'étais une honte. J'ai de nouveau regardé autour de la salle de bal. J'ai financé ce mariage anonymement parce que je croyais que c'était la bonne chose à faire, parce que je voulais que mon fils soit heureux, parce que je pensais que l'amour et la famille comptaient plus que le statut ou les apparences. Ma voix est devenue stable et forte. J'avais tort. Les deux mots ont résonné dans le silence. L'amour et la famille comptent, ai-je dit. Mais le respect aussi. La dignité aussi. La décence humaine la plus élémentaire aussi. J'ai fait une pause. Et ce soir, j'ai appris que certaines personnes ne valorisent ces choses que lorsqu'elles pensent que vous en êtes digne. Les souvenirs ont afflué alors que je me tenais à ce micro, regardant les visages de gens qui m'avaient traité comme si j'étais invisible. Laissez-moi vous raconter comment se sont réellement passés les mois qui ont précédé ce mariage. Tout a commencé avec l'annonce des fiançailles. Andrew m'a appelé, excité et nerveux, me disant qu'il avait demandé Rebecca en mariage dans un restaurant chic surplombant Camelback Mountain. J'étais ravi pour lui. J'ai posé toutes les questions qu'une mère devrait poser. Es-tu heureux? Te fait-elle rire? L'aimes-tu? Oui à toutes ces questions. 2 semaines plus tard, j'ai été invité au domaine des Whitmore pour un dîner de fiançailles. J'y suis allé dans ma vieille voiture, celle avec le pare-choc cabossé et la climatisation qui ne fonctionnait qu'au réglage le plus élevé. Je me suis garé entre une Mercedes et une Tesla, me sentant soudain gêné par les taches de rouille près de ma roue arrière. La maison des Whitmore était énorme, 3 étages de pierre et de verre surplombant des pelouses parfaitement entretenues, une fontaine dans l'allée circulaire, des caméras de sécurité à chaque coin. J'ai sonné, tenant une tarte aux pommes maison, la seule chose que j'ai pu penser à apporter. Diane a ouvert la porte.
Elle a regardé la tarte comme si je lui avais tendu une expérience scientifique. Oh, comme c'est fait maison, a-t-elle dit en la prenant du bout des doigts. Les traiteurs ont déjà préparé le dessert, mais je suis sûr que le personnel trouvera un endroit où la mettre. C'était mon premier indice. Pendant le dîner, j'étais assise à l'autre bout de la table, si loin de la conversation que je devais me pencher en avant pour entendre ce que quelqu'un disait. Charles a dominé la discussion, parlant de son club de golf, de ses affaires, du jet privé qu'il venait de moderniser. Personne ne m'a posé une seule question. Ni où je travaillais, ni où je vivais, ni même comment j'avais élevé Andrew seul. J'étais simplement là, une invitée nécessaire, parce que j'étais la mère du marié. Après le dîner, Rebecca a sorti des magazines de mariage et a commencé à parler de lieux. Sa mère a suggéré le Fairmont, le qualifiant d'élégant et d'exclusif. Andrew avait l'air nerveux. « Maman, ça irait ?» a-t-il demandé en me jetant un coup d'œil. « Tout ce qui vous rend heureux tous les deux, » ai-je dit. Rebecca a souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. « Parfait, » a-t-elle dit. « On va le réserver. » Personne n'a demandé ce que je pouvais me permettre. Personne n'a discuté du partage des coûts. Personne n'a même reconnu que les mariages nécessitent de l'argent, de la planification et des compromis. Ils ont simplement pris des décisions et sont allés de l'avant, en supposant que tout s'arrangerait tout seul. Au cours des mois suivants, j'ai été invité à exactement 3 réunions de planification de mariage. La première a eu lieu dans une boutique de mariage à Scottsdale. Rebecca a essayé des robes pendant que sa mère et ses 2 sœurs étaient assises sur un canapé en velours, sirotant du champagne et donnant leur avis. J'étais assise sur une chaise près de la porte, regardant. Quand Rebecca a finalement trouvé la robe, une robe magnifique avec des couches de soie et des perles complexes, elle s'est tournée pour la montrer à tout le monde. Sa mère a pleuré. Ses sœurs ont applaudi. J'ai souri et j'ai dit, « Tu es magnifique. » Rebecca m'a jeté un bref coup d'œil, a hoché la tête, puis s'est retournée vers le miroir. C'était tout. La deuxième réunion était pour la dégustation du gâteau. Nous étions assis à une longue table dans une boulangerie haut de gamme, essayant différentes saveurs, vanille avec garniture à la framboise, chocolat avec caramel salé, citron avec crème au beurre. Diane et Rebecca ont discuté de chaque option en détail, débattant de celle qui serait la plus photogénique, de celle que leurs invités préféreraient. J'ai mangé mes échantillons en silence, hochant la tête de temps en temps quand quelqu'un me demandait mon avis. À la fin, Rebecca a choisi un gâteau à 5 étages avec des feuilles d'or comestibles et des fleurs fraîches. 4 000 $, a annoncé le boulanger. Rebecca n'a même pas bronché. Elle a juste signé le contrat et l'a remis à sa mère pour traitement. Je me suis demandé qui il pensait payer pour tout ça. La troisième réunion concernait les plans de table. Nous nous sommes réunis à la maison des Whitmore, étalant un grand diagramme de la salle de bal sur leur table de salle à manger. Rebecca et Diane avaient des cartons de couleur pour chaque invité, les organisant par importance et par relation. J'ai regardé pendant qu'elle plaçait les membres de la famille aux tables près de la scène, les amis proches aux tables environnantes, les associés et les connaissances remplissant les sections du milieu. Puis Rebecca a pris un carton avec mon nom dessus. Elle a hésité, regardant sa mère. Diane a jeté un coup d'œil au plan, puis à moi, puis de nouveau au plan. La table 36 devrait convenir, a-t-elle dit nonchalamment, près de l'arrière. De cette façon, elle aura un accès facile à la sortie si elle a besoin de partir tôt. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas l'intention de partir tôt, ai-je dit doucement. Bien sûr que non, a répondu Diane sans me regarder. C'est juste pratique, vous savez, au cas où vous seriez fatigué. J'avais 68 ans, pas 90. Mais je n'ai pas discuté. Rebecca a placé mon carton sur la table 36 sans un autre mot. C'est là que j'ai commencé à comprendre comment il me voyait vraiment. Non pas comme une famille, non pas comme la mère d'Andrew, mais comme une obligation, un inconvénient, quelqu'un qui devait être inclus, mais qui n'avait pas vraiment d'importance. Andrew a remarqué une partie de cela, je pense. Mais chaque fois que j'ai vu une lueur d'inquiétude traverser son visage, Rebecca lui touchait le bras, souriait, détournait son attention, et il la laissait faire. J'ai regardé mon fils, le garçon que j'avais élevé pour être gentil et attentionné, se transformer lentement en quelqu'un qui se souciait plus de s'intégrer dans le monde des Whitmore que de défendre sa propre mère. Un soir, environ un mois avant le mariage, j'ai mentionné à Andrew que je me sentais un peu mise à l'écart dans le processus de planification. « Je sais, maman », a-t-il dit, l'air mal à l'aise.
La famille de Rebecca est juste très particulière. Ils ont certaines attentes. Et tes attentes, ai-je demandé doucement. Il a détourné le regard. Je veux juste que tout le monde s'entende. Je ne veux pas causer de problème. C'est là que j'ai réalisé qu'il avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. La nuit du mariage, quand je suis arrivé au Fairmont dans ma robe simple et mes vieilles chaussures, je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que j'étais là pour célébrer le bonheur de mon fils, que mes sentiments étaient moins importants que de maintenir la paix. Mais ensuite, les chuchotements ont commencé, les regards, les commentaires sur ma tenue, mon sac à main, le fait que j'avais pris une voiture ordinaire au lieu d'un véhicule de luxe. J'ai essayé d'ignorer. J'ai souri à des gens qui ne me souriaient pas en retour. J'ai fait la conversation avec des invités qui répondaient par des monosyllabes avant de se détourner. Je me suis assise à la table 36, seule, regardant la célébration se dérouler sans moi. Et puis Charles a pris le micro. Je pensais qu'il allait faire un discours sur l'amour, sur la famille, sur la joie de réunir deux personnes. Au lieu de cela, il m'a regardé et a dit ces mots. Regardez ce déchet. C'est sa mère. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Pas doucement, pas gentiment. Ça s'est complètement brisé parce que j'ai réalisé que tous ces mois, toutes ces réunions, tous ces moments où j'avais été mise de côté, ignorée et traitée comme si je n'avais pas d'importance. Ils avaient mené à ça. Ils ne m'avaient jamais respecté. Ils m'avaient toléré. Et maintenant, entourés de leurs amis, de leur statut et de leur richesse, ils se sentaient à l'aise de montrer leurs vrais sentiments. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils pensaient que je n'avais d'autre choix que d'accepter le traitement qu'ils me donnaient. Ils avaient tort. Debout à ce micro, avec 650 personnes me regardant, j'ai pris une décision. Je ne laisserai plus jamais personne me traiter de cette façon. Je ne me ferai plus jamais petite pour que les autres se sentent grands. Je ne resterai plus jamais silencieuse pendant que des gens se moquaient de tout ce pour quoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais bâti. J'avais passé toute ma vie à être humble, à être silencieuse, à être la personne qui ne faisait pas de vagues. Mais l'humilité sans respect de soi n'est pas une vertu. C'est de la reddition. Et j'en avais assez de me rendre. La salle de bal était toujours silencieuse, chaque œil fixé sur moi. Ils attendaient, se demandant ce qui allait se passer ensuite. J'ai regardé Charles et Diane, leur visage pâle sous l'éclairage élégant. Je vous ai dit que j'ai financé ce mariage par l'intermédiaire de Meridian Ridge Holdings, ai-je dit, ma voix calme et claire. Je vous ai dit que chaque contrat a été signé par moi en tant que signataire autorisé. Ils ont hoché lentement la tête, incertains de la direction que cela prenait. Ce que je ne vous ai pas dit, ai-je poursuivi, c'est ce qui se passe ensuite. Rebecca a attrapé le bras de son père, ses jointures blanches. J'ai pris une profonde inspiration. À compter de ce moment, j'exerce mon droit en vertu des clauses d'annulation de retirer tous les paiements effectués par Meridian Ridge Holdings pour cet événement. Les halètements ont été immédiats et forts. Quoi, a balbutié Charles. Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, je le peux, ai-je dit. Et je viens de le faire. Diane s'est avancée, la voix s'élevant. Ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas simplement annuler les paiements après que l'événement a déjà eu lieu. Je le peux lorsque les contrats le permettent spécifiquement, ai-je répondu. Chaque accord avec les fournisseurs comprenait une fenêtre d'annulation de 30 jours avec des droits de rétractation complets. Mes avocats s'en sont assurés. J'ai sorti un autre document de mon sac à main. C'est une copie du contrat du lieu. Section 12, paragraphe 4. Le signataire autorisé conserve le droit d'annuler et de retirer le paiement dans les 30 jours suivant la date de l'événement pour quelque raison que ce soit, sans pénalité pour la partie signataire. Je l'ai brandi pour que tout le monde puisse le voir. La même clause existe dans le contrat du traiteur, l'accord du fleuriste, les conditions du photographe et tous les autres contrats de service associés à ce mariage. Charles a arraché le papier de ma main, ses yeux le parcourant frénétiquement. Son visage est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Ce n'est pas possible, a-t-il dit, la voix tremblante. C'est parfaitement exécutoire, ai-je dit. Mes avocats ont examiné chaque contrat avant que je ne signe. Les fournisseurs ont accepté ces conditions parce que Meridian Ridge a une excellente réputation et qu'ils avaient confiance que le paiement serait honoré. J'ai fait une pause. Il l'aurait été si je n'avais pas été traité comme un déchet devant des centaines de personnes. La foule a éclaté en chuchotements.
Les gens sortaient leur téléphone, essayant probablement de vérifier si de tels contrats étaient légaux, si je pouvais réellement faire ce que je prétendais. La voix de Diane est sortie comme une supplication désespérée. Linda, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. C'est le mariage d'Andrew, le jour spécial de ton fils. Je pense à Andrew, ai-je dit en regardant mon fils. Je pense à l'homme que j'ai élevé. L'homme qui est resté là et n'a rien dit pendant que sa mère était publiquement humiliée. Andrew a tressailli. Je pense à la leçon qu'il a besoin d'apprendre, ai-je poursuivi. Ce silence face à la cruauté est la même chose que la participation. La voix de Rebecca s'est brisée en parlant. Mais les fournisseurs, ils ont déjà fourni leurs services. En quoi est-ce juste pour eux? Les fournisseurs iront bien, ai-je dit calmement. Les contrats stipulent qu'en cas d'annulation, la responsabilité du paiement revient à la partie qui a initialement demandé les services. J'ai regardé Charles. Ce serait vous. Sa mâchoire est tombée. La facture du lieu, 487 000 $, due immédiatement après l'annulation du paiement initial. Diane a émis un son comme si elle avait été frappée. Le traiteur, 72 000 $. Les fleurs, 38 000 $. La photographie et la vidéographie, 22 000 $. Le gâteau, 4 000 $. J'ai continué à énumérer chaque dépense, chaque service, chaque détail qui avait contribué à la création de cet événement élaboré. Le forfait lune de miel à Bali, 83 000 $, déjà réservé, déjà confirmé. Si vous voulez conserver cette réservation, vous devrez la payer dans les 48 heures. Rebecca a commencé à pleurer, son maquillage soigneusement appliqué coulant sur son visage. Tu détruis tout, a-t-elle sangloté. Non, ai-je dit fermement. Je retire simplement mon soutien. Il y a une différence. Charles a essayé une dernière fois, sa voix prenant un ton suppliant qui ne lui convenait pas. Linda, on peut arranger ça. On peut s'excuser. On peut réparer ça. Vous avez eu la chance de le réparer, ai-je dit. Quand vous m'avez vu assise à la table 36. Quand vous avez entendu les chuchotements et les commentaires moqueurs, quand vous avez pris ce micro et que vous m'avez traité de déchet. Je me suis approché de lui. Vous avez fait votre choix. Maintenant, je fais le mien. Un homme en costume sombre, probablement l'un des avocats des Whitmore, s'est frayé un chemin à travers la foule. Madame Hall, je vous conseille vivement de reconsidérer. Cela pourrait entraîner des complications juridiques importantes. Je me suis tourné vers lui calmement. J'ai une équipe d'avocats à ma disposition. Ils ont déjà examiné tous les aspects de ces contrats. Tout ce que je fais est légal et contraignant. L'avocat avait l'air mal à l'aise. Même ainsi, l'image de Seth. L'image, ai-je interrompu. L'image de quoi? D'une femme qui se défend après avoir été publiquement humiliée? D'une mère qui en a finalement assez d'être traitée avec mépris? J'ai regardé autour de la salle de bal. Si quelqu'un ici est préoccupé par l'image, peut-être devrait-il considérer l'image de se moquer d'un invité à un mariage. De traiter quelqu'un de déchet à cause de ses vêtements, de rire d'une femme qui n'a fait que soutenir son fils. Le silence qui a suivi était lourd. Puis Andrew a parlé. Sa voix était épaisse d'émotion, à peine plus qu'un murmure au début. Maman. Je me suis tourné pour le regarder. Maman, je suis tellement désolé. Il s'est approché de moi lentement, les larmes coulant sur son visage. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû leur dire d'arrêter. Sa voix s'est complètement brisée. J'avais peur. J'avais peur de faire une scène, de mettre la famille de Rebecca en colère, de gâcher le mariage. Il se tenait devant moi maintenant, ressemblant plus au petit garçon que j'avais élevé qu'à l'homme qu'il était devenu. Mais rien de tout ça ne compte. Rien de tout ça. Parce que tu es ma mère et que tu m'as tout donné. Et je les ai laissés te traiter comme si tu n'étais rien. La salle de bal était maintenant complètement silencieuse. Tout le monde regardait ce moment entre mère et fils. Je ne mérite pas ton pardon, a dit Andrew. Je sais que je ne le mérite pas, mais je te le demande quand même parce que je t'aime et que je suis tellement désolé. J'ai regardé mon fils, voyant le remords sincère dans ses yeux, la compréhension de ce qu'il avait laissé se produire. Andrew, ai-je dit doucement. Je t'aimerai toujours. Tu es mon fils. Rien ne change ça. J'ai fait une pause. Mais l'amour et le respect sont deux choses différentes.
Tu peux aimer quelqu'un et quand même le tenir responsable de ses actions. Il a hoché la tête, comprenant. Ce soir, tu as choisi de rester silencieux quand j'avais le plus besoin de toi, ai-je poursuivi. Ça a fait plus mal que tout ce que les Whitmore ont dit ou fait. Je sais, a-t-il murmuré. Mais tu es là maintenant, ai-je dit. Tu parles maintenant. Et ça signifie quelque chose. J'ai tendu la main et j'ai doucement touché son visage. On peut reconstruire ce qui a été brisé, mais ça prendra du temps. Et ça exigera que tu sois l'homme que je t'ai élevé pour être, pas l'homme qui a peur de défendre ce qui est juste. Il a attrapé ma main, la tenant fermement. Je te le promets, a-t-il dit. Je te promets que je ferai mieux. J'ai hoché la tête. Puis je me suis retourné vers les Whitmore, ma voix stable et finale. Les annulations ont déjà été traitées. Vous recevrez une notification formelle de l'équipe juridique de Meridian Ridge dans les 24 heures. Tous les soldes impayés sont maintenant votre responsabilité. Charles et Diane sont restés figés, la réalité de la situation s'installant enfin. Ce mariage a coûté près de 700 000 $ en incluant tous les extras, ai-je dit. Considérez ça comme une leçon coûteuse de respect. J'ai regardé la foule une dernière fois. Le respect n'est pas quelque chose que l'on gagne par l'argent, le statut ou les vêtements de créateur. C'est quelque chose que l'on donne à chaque être humain, peu importe son apparence, où il est assis ou ce que l'on pense qu'il peut vous offrir. Ma voix est devenue plus forte. Ce soir, vous avez appris que la femme que vous avez moquée, la femme que vous avez traitée de déchet, avait le pouvoir de tout reprendre. J'ai fait une pause. Souvenez-vous de ça la prochaine fois que vous jugerez quelqu'un sur son apparence. Je me suis détourné du micro, des White, des 650 invités qui comprenaient maintenant exactement qui j'étais. Mes talons ont cliqué doucement sur le sol en marbre alors que je me dirigeais vers la sortie. Derrière moi, la salle de bal a éclaté dans le chaos, les voix se chevauchant, les questions étant criées, les Whitmore essayant d'expliquer pour sauver ce qui restait de leur dignité. Je n'ai pas regardé en arrière. Andrew m'a rattrapé juste au moment où j'atteignais les portes. « Maman, attends, s'il te plaît. » Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. « Laisse-moi venir avec toi, » a-t-il dit, la voix désespérée. « S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Je l'ai finalement regardé. Son smoking était froissé maintenant, son nœud papillon de travers. Ses yeux étaient rouges et enflés d'avoir pleuré. Il avait l'air perdu. « D'accord, » ai-je dit doucement. Nous avons traversé le hall de l'hôtel ensemble, passant devant des invités qui nous regardaient et chuchotaient, devant le personnel de l'hôtel qui faisait semblant de ne pas remarquer le drame qui se déroulait. L'air chaud de la nuit de Scottsdale nous a frappés en sortant. Il était près de 23 heures et la température était tombée à quelque chose de confortable. Le ciel était clair, les étoiles visibles malgré les lumières de la ville. Je me suis dirigé vers un banc près de la fontaine dans la cour de l'hôtel et je me suis assise. Andrew s'est assis à côté de moi, gardant une petite distance entre nous, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'être proche. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La fontaine bouillonnait doucement. Des voitures passaient dans la rue au-delà de l'entrée de l'hôtel. Quelque part au loin, une musique jouait d'un autre événement. Finalement, Andrew a brisé le silence. « Je ne sais pas par où commencer, » a-t-il dit. « Commence par la vérité, » ai-je répondu. Il a pris une profonde inspiration. Je savais qu'il te traitait mal. Je l'ai vu au dîner de fiançailles, à l'essayage de la robe, à chaque réunion de planification. Il s'est frotté le visage des deux mains. Je me suis dit que ce n'était pas si grave, que ça ne te dérangeait pas, que tu comprenais qu'ils étaient juste très pointilleux. Andrew, ai-je dit doucement. Je sais, a-t-il interrompu. Je sais. Je me trouvais des excuses. Je me mentais à moi-même parce que c'était plus facile que de les affronter, plus facile que de risquer ma relation avec Rebecca. Il m'a regardé, de nouvelles larmes se formant. J'ai été un lâche. Il n'y a pas d'autre mot. Au moment où ça comptait le plus, quand tu avais besoin que je te défende, je les ai choisis plutôt que toi. La douleur dans sa voix était réelle. Pourquoi? Ai-je demandé. Non pas pour accuser, juste honnêtement. Il a réfléchi un moment. Parce que je voulais appartenir, a-t-il dit finalement. Les Whitmore représentent tout ce que je pensais vouloir. Le succès, le statut, les relations. Un monde où tout est facile et où les portes s'ouvrent juste à cause de votre nom. Il a secoué la tête.
J'ai été tellement pris dans ce monde que j'ai oublié d'où je venais. J'ai oublié la femme qui m'a élevé, qui a tout sacrifié pour que je puisse avoir des opportunités qu'elle n'a jamais eues. J'ai écouté sans interrompre. Ce soir, quand Charles a dit ces mots, quand tout le monde a ri, je me suis senti mal, a poursuivi Andrew. Mais j'étais paralysé. Je n'arrêtais pas de penser, si je la défends, ils seront en colère. Si je fais une scène, Rebecca sera contrariée. Si je parle, je vais tout gâcher. Sa voix s'est brisée. Et puis tu t'es levé, tu as marché jusqu'à ce micro et tu as montré plus de courage en 5 minutes que je n'en ai montré dans toute ma vie. Il s'est tourné pour me faire face. J'ai honte, maman. Non pas à cause de ce que tu as révélé sur ton argent, mais à cause de ce que j'ai révélé sur mon caractère. L'honnêteté de ces paroles a touché quelque chose de profond en moi. Andrew, ai-je dit, sais-tu pourquoi je ne t'ai jamais parlé de l'argent? Tu as dit que tu voulais que je grandisse humble. C'est une partie de la réponse, ai-je convenu. Mais il y a plus. J'ai levé les yeux vers les étoiles. Je voulais que tu comprennes que la valeur ne se mesure pas en dollars, que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec son compte en banque, c'est bien ou la voiture qu'elle conduit. Je me suis tourné vers lui. J'ai été invisible toute ma vie. Aux événements de l'entreprise de ton père, les gens me regardaient sans me voir. Aux réunions parents-professeurs, les autres mères parlaient autour de moi comme si je n'étais pas là. Dans les magasins, les vendeurs aidaient tout le monde d'abord, en supposant que je ne pouvais pas me permettre quoi que ce soit qui vaille leur temps. Le visage d'Andrew a montré une reconnaissance. Il l'avait probablement vu se produire sans vraiment le remarquer. Être invisible m'a appris quelque chose d'important, ai-je poursuivi. Ça m'a appris que la dignité ne vient pas de la façon dont les autres vous voient. Elle vient de la façon dont vous vous voyez vous-même. J'ai posé ma main sur mon cœur. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai bâti. Je sais ce que j'ai accompli. Et cette connaissance m'a soutenu pendant des années à être négligé et sous-estimé. Ma voix est devenue plus douce. Mais ce soir, quand ils m'ont traité de déchet, quand ils ont ri, quand mon propre fils a détourné le regard, quelque chose a changé. J'ai réalisé que le respect de soi ne suffit pas. Parfois, il faut exiger le respect des autres. Non pas parce qu'on a besoin de leur approbation, mais parce que le silence permet la cruauté. Andrew a hoché lentement la tête. Je l'ai permis, a-t-il dit. En restant silencieux, en me trouvant des excuses, en choisissant le confort plutôt que le courage. Oui, ai-je convenu. Tu l'as fait. Le mot a flotté entre nous, honnête et douloureux. Peux-tu me pardonner, a-t-il demandé. J'ai réfléchi attentivement à la question. Le pardon n'est pas quelque chose que je peux simplement te donner comme un cadeau, ai-je dit. C'est quelque chose que tu dois mériter par tes actions, par un changement de comportement, en devenant l'homme que j'ai toujours cru que tu pouvais être. Il a essuyé ses yeux. Comment puis-je faire ça? En faisant des choix différents, ai-je dit. En défendant ce qui est juste même quand c'est inconfortable. En te souvenant d'où tu viens, en traitant les gens avec gentillesse, peu importe ce qu'ils peuvent faire pour toi. Je l'ai regardé sérieusement. Et en comprenant que se marier dans la richesse ne vous rend pas riche. Le caractère vous rend riche. L'intégrité vous rend riche. La façon dont vous traitez les gens quand vous avez du pouvoir sur eux, c'est ce qui définit qui vous êtes vraiment. Andrew est resté silencieux un long moment, traitant mes paroles. Et Rebecca, a-t-il finalement demandé. Que dois-je faire à son sujet? C'est ta décision, ai-je dit. Mais pose-toi cette question, t'a-t-elle jamais défendu auprès de ses parents? A-t-elle jamais remis en question la façon dont ils me traitaient? A-t-elle jamais suggéré que je méritais peut-être mieux? Il y a réfléchi. Non, a-t-il admis. Elle a suivi tout ce qu'il disait. Alors tu as ta réponse, ai-je dit doucement. Tu peux aimer quelqu'un et quand même reconnaître qu'il n'est pas fait pour toi. Il a hoché la tête, la compréhension se dessinant dans ses yeux. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes de plus, regardant la fontaine, écoutant les bruits nocturnes de Scottsdale. Finalement, Andrew a de nouveau parlé. On peut rentrer à la maison. On peut juste laisser tout ça derrière nous? Je me suis levé, lissant ma robe simple. Oui, ai-je dit. On peut. Il s'est levé à côté de moi et ensemble, nous avons marché jusqu'à ma voiture, la vieille avec le pare-choc cabossé, celle que j'avais conduite pendant des années parce qu'elle fonctionnait bien et remplissait son office.
J'ai déverrouillé les portes et nous sommes montés. Le trajet de retour à ma maison a été silencieux. Non pas le silence inconfortable de tout à l'heure, ni le silence tendu des gens évitant des sujets difficiles. C'était le silence de la compréhension, du début de la guérison, d'une mère et d'un fils qui se retrouvaient. En arrivant dans mon allée, Andrew s'est tourné vers moi. « Merci », a-t-il dit. « Pourquoi ? » Pour m'avoir appris la leçon la plus importante de ma vie. Même si j'ai dû l'apprendre à la dure. J'ai serré sa main. Les meilleures leçons viennent généralement à la dure, ai-je dit. Mais ce qui compte, c'est que tu l'aies apprise. Nous sommes restés là un moment de plus, aucun de nous n'étant tout à fait prêt à lâcher prise. Maman, a dit doucement Andrew. Oui. Je suis fier de toi pour t'être levé ce soir, pour ne pas avoir reculé, pour avoir montré à tout le monde que le respect n'est pas facultatif. J'ai souri, une chaleur sincère se répandant dans ma poitrine. Je suis fier de toi aussi, ai-je dit, pour être là maintenant, pour faire face à la vérité, pour vouloir faire mieux. Et à ce moment-là, assis dans ma vieille voiture sous les étoiles, je savais que nous nous en sortirions. Cela prendrait du temps. Il y aurait des conversations difficiles à venir. Mais nous reconstruirions ce qui avait été brisé, ensemble. L'histoire ne s'est pas terminée cette nuit-là devant le Fairmont. En fait, c'est là que tout a vraiment commencé. Le dimanche matin, moins de 12 heures après avoir quitté cette salle de bal, mon téléphone a commencé à sonner. Les SMS sont afflués. Les emails ont inondé ma boîte de réception. Des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années se sont soudainement souvenus que j'existais. Certains étaient sincèrement gentils. D'anciens voisins prenaient de mes nouvelles, me demandant si j'allais bien. Quelques anciens collègues du cabinet comptable me félicitaient de m'être défendu. Mais la plupart des messages étaient différents. Curieux, envahissants, des gens qui voulaient savoir si les rumeurs étaient vraies, si j'étais vraiment une milliardaire, si j'avais vraiment annulé tous les paiements pour le mariage d'Andrew. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais la nouvelle s'est quand même répandue. Le lundi, toute la scène sociale de Scottsdale en parlait. L'histoire avait pris sa propre vie, grandissant à chaque récit. As-tu entendu parler du mariage des Whitmore ? La mère du marié est secrètement une milliardaire. Elle a tout payé et a ensuite tout repris. Charles Whitmore est furieux. Diane n'a pas été vue en public depuis. J'ai appris tout cela d'Andrew, qui recevait lui-même un flot de messages. Des amis qui posaient des questions, des connaissances soudainement intéressées par son milieu familial, des gens qui l'avaient ignoré au mariage et qui voulaient maintenant prendre un café. Il est venu chez moi 3 jours après le mariage, l'air épuisé mais déterminé. « Maman, je dois te dire quelque chose », a-t-il dit alors que nous étions assis à ma table de cuisine. La même table où nous avions mangé d'innombrables repas ensemble, où je l'avais aidé avec ses devoirs, où il m'avait parlé de ses rêves et de ses peurs. Rebecca et moi, c'est fini, a-t-il dit doucement. Je n'étais pas surprise, mais je l'ai laissé continuer. Après ton départ ce soir-là, elle a passé le reste de la soirée à pleurer et à t'accuser d'avoir tout gâché. Elle a dit que tu étais vindicative, que tu avais détruit sa journée parfaite par dépit. Il a secoué la tête. Je lui ai dit que tu avais parfaitement le droit de faire ce que tu as fait, que le comportement de sa famille était inexcusable, que j'aurais dû te défendre depuis le début. Comment a-t-elle réagi ? Elle a dit que je te choisissais plutôt qu'elle, que je ne m'intégrerais jamais vraiment dans son monde de toute façon, qu'elle aurait dû savoir qu'elle ne devait pas épouser quelqu'un de mon milieu. Les mots ne m'ont pas blessé. Ils ont confirmé ce que je savais déjà. Elle t'a montré qui elle était vraiment, ai-je dit doucement. Je sais, a répondu Andrew. Et je suis reconnaissant. Mieux vaut la prendre maintenant que 5 ans après le mariage. Il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je reste ici un moment. Si ça ne te dérange pas. J'ai besoin de temps pour savoir ce que je vais faire ensuite. Tu es toujours le bienvenu ici, ai-je dit. C'est ta maison. Au cours des jours suivants, d'autres nouvelles ont filtré. Le Fairmont a confirmé que oui, Meridian Ridge Holdings avait bien financé le mariage, et oui, les paiements avaient été retirés conformément aux conditions contractuelles. L'entreprise de traiteurs a publié une déclaration disant qu'elle avait été payée intégralement au départ par une SARL et qu'elle poursuivait maintenant la famille Whitmore pour le paiement, comme stipulé dans leurs accords de paiement de secours. Le fleuriste, le photographe, le pâtissier, tous ont confirmé la même histoire. Linda Hall, par l'intermédiaire de sa société Meridian Ridge Holdings, avait tout payé, puis elle avait tout repris, légalement,
correctement, exactement selon les contrats. Charles Whitmore a essayé de se battre. Il a engagé des avocats qui ont envoyé des lettres de menaces à mes avocats. Ils ont prétendu que les clauses d'annulation étaient abusives, que j'avais agi de mauvaise foi, que tout cela était une combine. Mon équipe juridique a répondu avec des copies de chaque contrat signé, de chaque email de confirmation, de chaque pièce de documentation montrant que les Whitmore avaient accepté chaque condition. L'affaire a été classée avant même d'arriver au tribunal. Puis les factures ont commencé à arriver au domaine des Whitmore. 487 000 $ pour le lieu, 72 000 $ pour le traiteur, 38 000 $ pour les fleurs, 22 000 $ pour la photographie et la vidéographie, 4 000 $ pour le gâteau, des montants plus faibles pour les invitations, les programmes, les cadeaux, le service de voiturier, et 83 000 $ pour la lune de miel à Bali qui n'aurait jamais lieu. Total un peu plus de 70 000 $, dû immédiatement. J'ai entendu par des connaissances communes que Charles et Diane se démenaient, liquidant des investissements, empruntant sur leur compte de retraite, faisant appel à des faveurs de partenaires commerciaux. Ils pouvaient se le permettre. Techniquement, ils en avaient les moyens. Mais cela a fait mal, financièrement et publiquement, parce que tout le monde le savait. Tout le monde en parlait. Tout le monde regardait la famille qui avait bâti sa réputation sur la richesse et le statut se débattre soudainement pour couvrir une facture de mariage qu'ils supposaient que quelqu'un d'autre payait. L'humiliation était complète. Pendant ce temps, je suis retourné à ma vie tranquille. J'ai conduit ma vieille voiture. J'ai fait mes courses dans les mêmes magasins. J'ai porté les mêmes vêtements simples. Rien dans ma routine quotidienne n'a changé, sauf une chose. Je ne me sentais plus invisible. Les gens me voyaient maintenant. Me voyaient vraiment. Non pas parce que j'avais révélé ma richesse, mais parce que j'avais révélé ma force. À l'épicerie, les femmes me saluaient avec respect. Au bureau de poste, l'employé qui m'avait toujours expédié a soudain pris le temps de discuter. Au café que je fréquentais depuis des années, le barista m'a demandé comment j'allais, sincèrement intéressé par la réponse. Ce n'est pas l'argent qui a changé la façon dont les gens me traitaient. C'est le fait que je m'étais défendu. Un après-midi, environ 2 semaines après le mariage, j'étais assise dans mon salon quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert pour trouver une femme que je reconnaissais du mariage. Elle était assise près du devant, l'une des amies proches des Whitmore. « Madame Hall » a-t-elle dit nerveusement. « Je suis désolée de vous déranger. Je m'appelle Jennifer. Je me souviens de vous, ai-je dit. Puis-je vous parler un instant ? J'ai hésité, puis je me suis écarté pour la laisser entrer. Nous nous sommes assises dans mon modeste salon, entouré de meubles que je possédais depuis des décennies, de photos de famille sur les murs, rien qui ne crie la richesse ou le statut. Jennifer a regardé autour d'elle, semblant surprise par la simplicité. « Je suis venue m'excuser », a-t-elle dit. J'étais au mariage. J'ai entendu ce que Charles a dit. J'ai vu des gens rire. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je n'ai pas ri, mais je n'ai rien dit non plus. Je suis juste restée assise là, et j'ai honte de ça. J'ai étudié son visage, voyant un remords sincère. « Pourquoi me dites-vous ça ?» ai-je demandé. « Parce que j'y pense tous les jours depuis », a-t-elle dit. À la facilité avec laquelle nous jugeons les gens. À la rapidité avec laquelle nous rejetons quelqu'un en fonction de son apparence, de l'endroit où il est assis ou de ce qu'il porte. Elle a rencontré mon regard. Vous m'avez appris quelque chose d'important ce soir-là. Vous m'avez appris que la dignité ne dépend pas de l'argent. C'est connaître sa valeur et refuser d'accepter moins que ce que l'on mérite. J'ai hoché lentement la tête. Je voulais aussi que vous sachiez, a-t-elle poursuivi, que tout le monde n'a pas trouvé ce qui s'est passé drôle. Certains d'entre nous étaient horrifiés. Certains d'entre nous évitent les Whitmore depuis ce soir-là parce que nous ne voulons pas être associés à ce genre de cruauté. Merci de me le dire, ai-je dit. Elle s'est levée pour partir, puis a fait une pause. Puis-je vous demander quelque chose ? Bien sûr. Comment avez-vous bâti toute cette richesse en restant si humble ? J'ai souri. L'humilité ne consiste pas à se faire petit, ai-je dit. C'est comprendre que votre valeur ne vient pas de choses extérieures. Elle vient de qui vous êtes quand personne d'important ne regarde. Elle a hoché la tête. Compris. Après son départ, j'ai réfléchi à sa question. Comment suis-je resté humble ? La réponse était simple. Je me suis souvenu d'où je venais. Je me suis souvenu des nuits où j'ai pleuré après la mort de mon mari,
terrifié de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'Andrew. Je me suis souvenu des années de sacrifice, de la budgétisation minutieuse, des choix entre ce que je voulais et ce dont j'avais besoin. L'argent n'a pas changé ces souvenirs. Il n'a pas effacé la lutte. Il ne m'a pas rendue différente. Il m'a juste donné des options. Et quand ces options ont été tenues pour acquises, quand ma générosité a été accueillie avec mépris, j'ai exercé l'option la plus puissante de toutes, l'option de partir. Andrew et moi avons dîné ensemble ce soir-là. Rien d'extraordinaire, juste des spaghettis et du pain à l'ail, le repas que je lui préparais depuis qu'il avait 5 ans. « Maman », a-t-il dit en mangeant. J'ai réfléchi à ce que je veux faire ensuite. Dis-moi. Je veux recommencer. Loin des Whittor, loin de ce monde. Je veux construire quelque chose de significatif, quelque chose dont je peux être fier. J'ai souri. Que as-tu en tête? Je ne suis pas encore sûr, a-t-il admis, mais je sais que je veux le faire de la bonne manière, comme tu l'as fait, honnêtement, discrètement, sans raccourci, sans statut, sans relation. Ce n'est pas un chemin facile, ai-je prévenu. Je sais, a-t-il dit, mais c'est le bon. Nous avons fini de dîner dans un silence confortable, et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des mois. Mon fils avait appris la leçon que j'avais essayé de lui enseigner toute sa vie. Non pas par des sermons ou des avertissements, mais par l'exemple. Parfois, les leçons les plus difficiles sont les plus précieuses. Et parfois, se défendre apprend aux autres comment se défendre aussi. Les Whitmore ont finalement payé leurs factures. Ils n'avaient pas le choix. Les contrats étaient en béton. Et mes avocats se sont assurés que chaque dollar était recouvré. J'ai entendu dire que Charles et Diane sont devenus plus sélectifs dans leurs événements sociaux après ça, plus prudents quant aux personnes qu'ils moquaient, plus conscients que les apparences peuvent être trompeuses. Rebecca a déménagé en Californie peu de temps après, prenant un emploi dans une entreprise de technologie. J'ai entendu dire qu'elle s'est de nouveau fiancée 1 an plus tard, avec quelqu'un d'une famille encore plus riche que les White. Je lui ai souhaité bonne chance, sincèrement, parce que ses choix ne me concernaient plus. Quant à moi, j'ai continué à construire Meridian Ridge Holdings, discrètement, stratégiquement, comme je l'avais toujours fait. Mais j'ai aussi fait quelque chose de nouveau. J'ai créé une fondation, une qui aide les mères célibataires à investir dans leur avenir, qui fournit une éducation financière et des fonds de démarrage pour les femmes qui veulent créer des entreprises mais n'ont pas les ressources pour commencer. Je l'ai appelée la Fondation David Hall, du nom de mon défunt mari, parce qu'il aurait adoré voir son héritage aider les autres. La fondation reste volontairement petite. Je ne veux pas de publicité ni de reconnaissance. Je veux juste donner à d'autres femmes la chance que je me suis donnée, la chance de construire quelque chose de réel, de durable, quelque chose qui leur appartient à elles seules. En repensant à cette nuit au Fairmont, je ne regrette aucun moment. Ni l'humiliation, ni la confrontation, ni la décision d'annuler tous les paiements. Parce que ce soir-là, j'ai appris quelque chose de crucial. La richesse n'excuse pas la cruauté. Le statut ne justifie pas le manque de respect. Et la gentillesse ne se mesure pas en compte en banque. Les Whitmore avaient de l'argent, des relations, une position sociale. Mais il leur manquait la seule chose qui compte vraiment. La classe. Non pas celle que l'on achète, celle que l'on construit par la façon dont on traite les gens, par la façon dont on agit quand on pense que personne d'important ne regarde, par la façon dont on réagit quand on a du pouvoir sur les autres. La vraie classe, c'est de défendre quelqu'un qui ne peut pas se défendre. La vraie classe, c'est de traiter tout le monde avec dignité, peu importe ce qu'ils peuvent faire pour vous. La vraie classe, c'est de comprendre que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec ses vêtements, sa voiture ou l'endroit où elle est assise à un mariage. Je portais une robe simple ce soir-là. Je me suis assise à la table 36. J'avais un sac à main avec une lanière effilochée. Et quand ils m'ont traité de déchet, quand ils ont ri, quand ils ont cru avoir gagné, je leur ai montré quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Je leur ai montré que la femme qu'ils avaient moquée était celle qui avait tout payé. La femme qu'ils avaient méprisée valait plus que la plupart d'entre eux ne le verront jamais. La femme qu'ils pensaient impuissante avait tout le pouvoir. Ils se sont moqués de la mauvaise femme parce que je n'étais pas un déchet. J'étais la milliardaire qui avait tout payé. Et à la fin, le respect n'est pas quelque chose que l'on peut acheter. C'est quelque chose que l'on exige. Et ce soir-là, debout à ce micro devant 650 personnes, j'ai exigé le mien. Et vous savez quoi? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
Avez-vous déjà été sous-estimé ou jugé injustement? Comment avez-vous géré la situation? J'adorerais entendre vos histoires. Et si cela a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et vous abonner pour plus d'histoires sur le fait de se lever, de s'exprimer et de ne jamais accepter moins que ce que vous méritez. Parce que tout le monde mérite le respect.